Dis-moi, Nicolas, à quoi attribues-tu la perte de confiance en l'agriculture qu'on vit à l'heure actuelle dans notre société? C'est l'aboutissement de tout un processus, sans aller trop loin, mais en reprenant depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France était dans une situation de devoir avoir une autosuffisance alimentaire. Donc il fallait produire. Pour produire, il y a eu donc la mécanisation, la machinisation, l'usage de produits, d'intrants, etc., pour moderniser l'agriculture. S'en est suivi, finalement, ça a tellement bien marché que quelques décennies plus tard, à partir des années 70, on va assister à une surproduction. Le marché à l'export va en partie répondre à cette surproduction, aux dépens d'ailleurs de pays, notamment du Sud, qui voient une concurrence qui va mettre à mal leur propre agriculture. Et puis aussi par des politiques de régulation, parce qu'il faut bien admettre que l'agriculture, ce n'est pas un secteur économique comme les autres. La loi de l'offre et la demande ne fonctionne pas de la même manière que pour un bien industriel. Toujours est-il que s'en est suivi, je dirais plus récemment, et ce qui donc répond à cette question de crise de confiance, un certain nombre de crises. Des crises sanitaires successives, la vache folle, les poulets à la dioxine, etc. Des crises environnementales, les nitrates dans les eaux, les algues vertes, etc. Le problème d'érosion des sols, et donc qui aboutit à une crise de confiance dans un rapport entre la société civile, entre guillemets, et le monde agricole, avec une espèce de distorsion. Voilà, perte de confiance de manière générale. Alors, quelles sont les solutions des écologistes? Des solutions, il y en a tout plein, évidemment. C'est revoir, je dirais, notre manière d'envisager l'agriculture. D'autres ont des pistes. Celle du Rassemblement national, par exemple, ça va être de fermer. On ferme tout, on ferme les portes. Je dirais, pour donner une image, c'est un petit peu comme au Moyen-Âge, chaque seigneur mettait un péage sur le franchissement de chaque ruisseau. Voilà, ils sont dans cette logique-là, ce qu'ils appellent le localisme. Après, il y a une deuxième vision qui est la vision libérale, celle portée notamment par le gouvernement et le président actuel, qui est plutôt là, on ouvre tout, avec tous les dégâts que ça peut causer, puisque là, on ouvre à la concurrence, on met en compétition, et c'est tous nos agriculteurs et nos territoires ruraux qui en pâtissent, puisque c'est par exemple les différents traités, le dernier Mercosur, le CETA avec le Canada, donc Mercosur avec l'Amérique du Sud, et qui fait qu'on va importer des produits qui n'ont pas les mêmes normes, qui n'ont pas le même cadre que ce que nos agriculteurs peuvent produire. Donc on va bientôt avoir dans nos assiettes du bœuf aux hormones, des produits issus d'une agriculture par OGM, etc. Donc tout ça, en tout cas, ces différents modèles-là, c'est pas ceux qui nous paraissent les meilleurs, et c'est même plutôt mortifères. Nous, on est plutôt pour une agriculture qui va produire des produits sains. C'est par exemple l'agriculture biologique. On est aussi pour une alimentation saine. Évidemment, si on a des produits sains dans l'assiette, ça se retrouvera. Et puis aussi des produits qui préservent, des productions, une agriculture qui va préserver l'environnement, qui va favoriser certains équilibres. Et là, c'est par exemple l'agroforesterie qu'on peut envisager. Et je dirais, dans l'ensemble de nos politiques, c'est aussi prendre soin d'aller sur le zéro glyphosate. Voilà. On connaît aujourd'hui tous les dangers de ces produits de synthèse, et d'abord pour les agriculteurs, bien souvent, qui sont les premiers à être touchés par les différentes maladies de ces produits, et puis la population de manière générale. Voilà. Donc c'est tendre sur une agriculture qui considère autant l'être humain pour sa santé que l'environnement de manière générale. D'accord, Nicolas, mais cela va-t-il suffire en termes de rendement pour nourrir la population comme y arrivait, on le reconnaît avec beaucoup de talent, l'agriculture intensive? Est-ce qu'avec le bio, on peut produire autant finalement? Bien sûr, ça fait partie de fausses rumeurs, puisqu'on prévoit là à peu près 7 milliards, plus de 7 milliards d'habitants. À l'horizon de quelques décennies, on devrait atteindre le pic à 10 milliards. Donc on nous montre souvent cette équation entre un besoin supplémentaire de production au regard de la démographie.
Aujourd'hui, quand on regarde l'exportation notamment qu'on peut avoir de notre pays, on a largement de quoi nourrir notre population avec du bio notamment, et les études le montrent, c'est pas un problème. D'accord. Et Neoterra, alors comment dans ce dispositif que les écologistes promeuvent, comment Neoterra intervient-il? Qu'est-ce qu'il va apporter? Neoterra, c'est un changement fondamental, en tout cas c'est ce qu'on espère, de paradigme, c'est-à-dire qu'on se doit de regarder l'agriculture et l'agriculture dans son rapport à la société d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on sort des logiques de production intensif, de volume, etc., en ayant, j'en parlais tout à l'heure à l'esprit, la compétition et répondre à les marchés. Il faut se recentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est aussi la préservation de l'environnement, de l'eau, un point important, puisqu'on sait aussi que l'eau, c'est un enjeu d'avenir avec des usages entre l'eau potable pour les populations, l'eau qui doit continuer à couler dans nos rivières pour la biodiversité, et puis l'eau pour les usages économiques, dont notamment agricoles. Et il faudra prendre soin d'avoir des bons équilibres sur tous ces domaines-là. Merci Nicolas.